êtes, ce matin, je n'ai pas compté, vous êtes environ 200, vous étiez 220 inscrits. Merci de cet intérêt de votre part, d'avoir répondu à notre invitation de l'agence HV. Ça prouve que la transition énergétique est un sujet ô combien d'actualité, n'est-ce pas? Transition énergétique, comment dépasser les difficultés? Point d'interrogation, hein, on est bien dans ce questionnement. L'idée, c'est de débattre ensemble jusqu'à 9h40, on va dire, maximum. Madame Touzard, vous devrez nous quitter parce que vous avez un rendez-vous à la métropole de Montpellier, mais vous partez à peu près dans ces eaux-là, je crois. Et on poursuivra les échanges, bien sûr, autour d'un café en profitant de la vue avec le beau temps aujourd'hui, la vue sur le golfe. Et j'ai le plaisir de vous présenter Julie Plaza. Bonjour Julie, qui est chef de projet chez Agence HV, qui a la tâche de co-animer avec moi les débats ce matin. Bonjour Hubert. Je vous présente Hubert, qui est journaliste économique, fondateur d'Agence HV et de la newsletter éco Les Indiscrétions. Chers amis, je vous invite à réagir, commenter, partager sur vos réseaux sociaux pour faire vivre cet événement le plus largement possible. Un événement qui est organisé en partenariat avec la région Occitanie, Enedis et Total Energy, 3 partenaires sans qui le débat n'aurait pas pu se tenir. Très bien, merci Julie. Alors donc, j'allais dire sans plus attendre, j'invite à nous rejoindre sur scène, mais ils nous ont déjà rejoints sur scène. Donc Christian Assaf, bonjour Monsieur Assaf, vous êtes président de l'AREC, Occitanie AREC pour Agence Régionale Énergie Climat, entité de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Vous êtes aussi conseiller régional et président du groupe majoritaire à la région Occitanie, conseiller municipal de Montpellier et vice-président de la métropole de Montpellier en charge des politiques sportives. J'espère ne pas avoir fait d'erreur. Isabelle Touzard, donc maire de Murviel, les Montpellier, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée à la transition écologique et solidaire, biodiversité, énergie, agroécologie et alimentation. Et vous êtes aussi présidente de l'ALEC, pas l'AREC, l'ALEC, Agence locale de l'énergie et du climat. Vous travaillez aussi à Montpellier Supagro, où vous êtes directrice des services d'appui. Montpellier qui veut, la métropole, hein, qui veut s'affirmer davantage peut-être comme capitale des énergies renouvelables. Il y a eu des rencontres qui ont été organisées en ce sens en juin 2024. Puisque Montpellier compte en son sein des leaders comme CARE, EDF Renouvelable, Total Energy, Enedis, SLB, etc. Et aussi Gilles Pinel, juste à côté de nous. Bonjour Monsieur Pinel, vous êtes directeur régional d'Enedis en Occitanie-Est, ex-Languedoc-Roussillon, basé à Montpellier. Enedis Occitanie-Est, on va dire, donc c'est 1500 personnes. Oui. Sylvain Panas, vous êtes directeur Occitanie Total Energy. Vous êtes aussi, entre autres, engagements régionaux, président de la commission souveraineté et sécurité économique du MEDEF Haute-Garonne et membre du comité consultatif OCTE, société de gestion qui cible des projets et des entreprises dans le champ de la transition énergétique en Occitanie. Et Grégory Delfour, Monsieur Delfour, bonjour, vous êtes maire de Cuxac-d'Aude, dans l'Aude, depuis 2022. Hein. Vous avez été élu, je crois, dans le cadre d'une élection partielle. Cuxac-d'Aude qui compte 4100 habitants et qui fait partie de la communauté d'Aglo du Grand Narbonne. Pour l'anecdote, Aglo, où vous travaillez d'ailleurs, je crois, au service transition écologique. Merci d'avoir fait le déplacement, Monsieur le maire. C'est important, je pense, d'avoir la voix d'un élu rural sur cette thématique de la transition écologique. Donc on va passer à la première séquence. On va parler donc des objectifs qui sont indispensables mais difficilement atteignables. Donc, on le sait, la neutralité carbone d'ici à 2050 à l'échelle nationale et européenne. Nous le savons, l'ambition de décarbonation est bien là. Je me tourne vers vous, Sylvain Panas. Pourquoi faut-il, selon vous, accélérer sur la transition énergétique? Pas ce que vous faites, mais pourquoi faut-il? Bonjour Julie, bonjour Hubert, bonjour à tous. Encore merci pour votre accueil ici, c'est vraiment très agréable. Pourquoi faut-il accélérer sur la transition énergétique? Bon, avant de répondre à ça, il y a quelqu'un qui m'a posé la question il y a 10 minutes au café. Il faut commencer par donner quelques ordres de grandeur et savoir de quoi on parle.
si on parle de la France, on entend souvent que la France est un pays vertueux, qu'on n'a pas besoin de faire tant d'efforts que ça, et que peut-être déjà la Chine et l'Inde devraient faire son effort. On entend cette petite musique souvent. En fait, la réalité, c'est qu'on n'est pas si vertueux que ça. Le mix énergétique en France, c'est 25% d'électricité, qui, elle, en France, est quand même vertueuse, on peut le dire. C'est essentiellement du nucléaire, du renouvelable, de l'hydraulique. Donc notre mix pour produire de l'électricité en France, il est bien. Cependant, il y a 5%, c'est des réseaux de chaleur, des choses comme ça qui fonctionnent. Et la mauvaise nouvelle, c'est que 70% de l'énergie qu'on consomme en France, c'est du fossile, c'est du pétrole et du gaz. Et ce constat-là, il n'est pas terrible. Et du coup, ça veut dire, oui, il faut accélérer sur la souveraineté énergétique. Alors, pourquoi ? Pour deux raisons principales. Il y a un sujet, évidemment, qui nous préoccupe, qui est le CO2. Le CO2, on a tous décidé collectivement que c'était l'homme à abattre. Et donc, faire de la transition énergétique, ça permet de baisser nos émissions de CO2. Consommer moins de pétrole et de gaz, ça permet de baisser nos émissions de CO2. Puis, il y a un autre sujet, qui est quand même un sujet d'actualité avec la géopolitique actuelle, il y a un sujet de souveraineté. Parce que ce pétrole et ce gaz, il n'est pas produit, il n'est pas pompé en France. Et donc, c'est de l'énergie qui vient d'ailleurs. Donc, le sujet de souveraineté énergétique, finalement, le sujet de transition énergétique, il est double. C'est un sujet de baisser nos émissions de CO2 et c'est un sujet de pouvoir produire ici, chez nous, de notre énergie. Isabelle Touza, Christian Assaf, sur cette même thématique, pourquoi faut accélérer ? Parce que, évidemment, ça semble évident, vous allez me dire, vous faites une table ronde là-dessus, donc oui, c'est un axiome, on n'en discute même pas, mais bon, c'est intéressant d'interroger le thème aussi, au début. C'est bon, oui, tout à fait. Bien entendu, je vous rejoins totalement. À l'échelle d'un territoire, ça se décline. Cette volonté-là, dans le cadre d'un plan climat, c'est des chiffres. Bon, il faut accompagner cette stratégie d'une diminution de nos consommations d'énergie. On n'y arrivera pas si on ne diminue pas par 2 déjà les consommations d'énergie à l'horizon 2050. Et ensuite, il faut que cette énergie soit décarbonée. Et c'est ça l'enjeu, c'est qu'à l'échelle de chaque territoire, on déploie tous les moyens possibles pour arriver à produire cette énergie décarbonée renouvelable. Alors c'est vrai que sur des territoires urbains comme la métropole, on est plus consommateur net que producteur d'énergie. Là on en parlera tout à l'heure. Voilà. Un peu plus tard. Mais nous, par exemple, au niveau de la métropole, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à multiplier par 6, par exemple, notre production de NR d'ici 2050 sur le territoire. L'autre importance, c'est ces questions de souveraineté, ces questions de décarbonation, mais aussi on se rend compte de plus en plus, ces énergies renouvelables peuvent être intéressante d'un point de vue pouvoir d'achat pour nos concitoyens. Jusqu'à présent, c'était vu comme une énergie chère. Or, on se rend compte que ça peut, dans certains cas, on le voit sur les réseaux de chaleur, on pourra en parler à Montpellier, sur le photovoltaïque qui est de plus en plus accessible, ça peut devenir une énergie aussi. Cette dimension sociale de la transition énergétique peut être atteinte aussi avec les énergies. Oui, moi je m'inscris dans ce que vous avez dit, Sylvain, c'est complètement, c'est-à-dire c'est ce double objectif qui nécessite qu'on agisse vite. Et ce double objectif, je suis désolé de le dire ici, de casser l'ambiance de bon matin, mais il n'est pas prêt de s'arrêter. C'est-à-dire que la question climatique, même si ça fait un petit moment d'ailleurs, depuis Paris, la COP21, on s'y attelle, même si on y met toute l'énergie et l'argent nécessaire, je le dis d'ores et déjà, 2030, c'est-à-dire 2030, c'est dans 5 étés, 5 printemps. C'est-à-dire c'est vraiment demain. En Occitanie, je ne vous parle pas de la planète, non, chez nous, ici, on sait d'ores et déjà qu'on va avoir une augmentation des températures de plus 1,9 degré et que le nombre de jours de sécheresse va augmenter de 19 jours. 19 jours de sécheresse en plus, en moyenne. Alors on peut se dire, oh non, mais chez moi ça va. Globalement, ça va atteindre tous les territoires d'Occitanie. Je le dis. Et donc, la situation géopolitique, très honnêtement, il y a peu de chances qu'elle change dans les 2 ans. Malgré tous les espoirs que peut avoir ou Trump ou d'autres, la situation géopolitique sera et restera tendue pour un moment. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Donc, ces 2 éléments qui ont été posés en introduction sont vrais, sont durables et donc nécessitent une action rapide. Sylvain Panès, je m'adresse aussi à vous. Est-ce que la transition écologique va assez vite pour atteindre les objectifs fixés à l'échelle régionale et nationale ? J'ai bien envie d'être optimiste, mais c'est pas facile. Et je vais rejoindre les propos de M. Assaf. Ça va être durable, cette situation un petit peu compliquée. Et moi, je vais illustrer ça avec 2 chiffres à nouveau. En Occitanie, Total Energy a 300 MW de projets renouvelables en cours de développement.
qui sont bloqués dans les tuyaux administratifs. Il y a certains projets là-dedans, depuis plus de 2 ans et demi, on n'a plus de son, plus d'image des services de l'État. Donc, quand on dit qu'on veut aller vite, c'est compliqué. Donc, plus de son, plus d'image, c'est-à-dire pas de retour. C'est-à-dire qu'on sollicite les services de l'État sur nos sujets renouvelables, savoir où en sont l'instruction de nos permis, etc. Et on n'a pas de retour. Bah, vous avez des rendez-vous quand même. Oui, le alors, préfet de région, je l'ai vu sur l'agenda du préfet de région, je crois que vous avez rendez-vous avec lui il y a 2 semaines, me semble. Ouais, par exemple, donc vous lui en parlez bien. Oui, mais le sujet est en train d'être pris en main. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, mais 300 MW de projets renouvelables bloqués dans les tuyaux en Occitanie, juste pour Total Énergie, sachant que juste en Haute-Garonne, il y a 48 développeurs, vous voulez sur le calcul. C'est 400 millions d'euros d'investissement qui ne sont pas faits, parce que les projets sont bloqués. Alors pour Total Énergie, c'est grave, c'est pas bien, mais c'est encore pire pour la filière, parce que nous, derrière, quand nous, on ne construit pas, il n'y a pas de terrassement, il n'y a pas d'électricité, il y a les gens qui n'installent pas les panneaux, il y a toute une chaîne de sous-traitance, tout un tas d'actifs, des gens qui bossent dans le monde du renouvelable, qui n'ont plus de boulot en fait. Parce que les projets, là, ils sont bloqués dans les tuyaux administratifs. Alors oui, nous sommes allés voir le préfet de région, on va voir aussi le préfet de département. Peut-être sur ce thème, justement. Complètement. On alerter, Ouais, complètement sur ce thème. Et ce qui se passe, et il y a quand même un sujet qui est assez critique, c'est que de l'aveu même du préfet de région et des services de l'État, les textes, les lois, les règlements qu'on leur demande de faire appliquer, ils n'y arrivent plus. En fait, parce qu'il faut respecter, pour sortir un projet d'éolienne, il faut respecter la loi sur l'eau, la loi biodiversité, la loi ZAN, la loi truc, la loi machin. Ça devient très compliqué, y compris pour les services de l'État, de faire appliquer ces règlements. Et même, parfois, ces règlements sont contradictoires. Donc de l'aveu même du préfet et des préfets, c'est on n'arrive plus à faire appliquer les textes de loi. Donc là, du coup, c'est un vrai sujet important. Et si on veut accélérer la transition énergétique, il y a ce sujet réglementaire à traiter. Un mot peut-être sur le projet Eolmed d'éolien flottant, Sylvain Panas, puisque Total Energy est actionnaire aux côtés de Caire, au sein d'Eolmed, je crois, c'est ça. C'est un beau projet avec en termes de production d'énergie renouvelable, et puis ça fera des belles images aussi lors de l'installation de la ferme pilote, je crois que c'est cet été, me semble-t-il, au large de Port-la-Nouvelle. Ça a été semé d'embûches et il y a encore des gros problèmes en cours avec l'État sur les tarifs de rachat et l'équilibre économique d'une telle opération. On en parle peu, mais finalement, derrière, il y a un sujet d'équilibre économique de l'opération et de capacité à faire à plus grande échelle, peut-être. Et puis, in fine, le prix d'électricité pour le français, finalement, parce que c'est ça qui compte. Oui, bah alors là, on est sur un sujet qui est formidable, parce que c'est une innovation technique. On est sur un projet d'éolienne qui flottante. Nous, c'est un projet qui nous parle, parce qu'il y a le sujet d'esprit pionnier. C'est un projet de pilote qui va permettre d'avoir des éoliennes flottantes au large de Port-la-Nouvelle. Donc il y a une innovation technique. Et comme tous ces projets où il y a de l'innovation technique, c'est semé d'embûches. On oublie souvent que ce sont des projets techniquement pas simples à réaliser. Et donc, il y a des difficultés. Et c'est normal. Donc ces difficultés engendrent des surcoûts. Donc on y fait face. Et puis donc on a effectivement, il y a un recours en justice qui est en cours en ce moment pour demander une réévaluation à la hausse du prix de revente d'électricité qui sera produite par ce parc d'éoliennes. On attend la réponse. Parce que le budget a explosé. Entre le budget initial et là, le budget final, finalement, je crois qu'il y a une dérive de... Je ne me rappelle plus précisément, c'est plus 50%. Non, c'est plutôt 15-20%, plutôt par là. Ouais. Donc c'est significatif quand même, c'est pas rien. Ça s'explique par plusieurs choses, ça vous a pas échappé, il y a eu l'inflation sur les matières premières, donc ça il a fallu l'absorber. Il y a aussi un autre sujet, c'est que c'est un projet industriel, innovant, qui reste, même si c'est un démonstrateur, c'est un projet qui reste gros, de taille importante, et c'est un projet qui est construit, fabriqué en très grande partie en France et en Occitanie, et c'est vrai qu'on peut se demander si la France est encore capable d'absorber des projets industriels de cette envergure. C'est un vrai challenge, donc on parle de réindustrialisation de la France, il faut le faire, c'est évident, mais c'est pas si simple. Et industriellement, construire des flotteurs, c'est pas facile. Oui, après tout, on ne se pose pas ce genre de questions sur les dépassements de faible envie, par exemple. Les nouveaux générateurs nucléaires, je veux dire, qui entraînent des surcoûts. On sait que c'est un investissement technologique, ça contribue à la souveraineté énergétique de la France. Et donc, on accepte d'ailleurs que ces projets, s'agissant du nouveau nucléaire, on va dire, soit plus long et beaucoup plus cher. Bon, il faut accepter ce surcoût pour ce projet.
cas la région, avec l'ADEME, a investi 35 millions d'euros. L'AREM elle-même, petite agence régionale, a injecté 3 millions d'euros dans ce projet. Pourquoi ? Parce qu'il répond à ce double objectif qu'on a évoqué en introduction. Enfin, honnêtement, si on n'est pas capable de se rendre compte qu'avec un tel dispositif, on répond quand même à beaucoup de questions d'acceptabilité, par exemple, par nos concitoyens, de l'infra, le fait que cette infrastructure est en grande partie, fabriquée en Occitanie, en France, et en plus qu'elle répond à des considérations techniques opérantes, on va dire. Si on n'est pas capable, on va dire, de déverrouiller un peu la réglementation, de mettre en place des procédures un peu exceptionnelles pour ce type de projet, qui, s'ils trouvent leur modèle économique, devraient déployer, être une solution à ce double objectif qu'est celui de la transition énergétique et de la souveraineté, eh bien alors c'est qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris déjà à la première crise des photovoltaïques. Je me souviens une grande partie de la filière PV était complètement produite en Chine, en train d'essayer de rééquilibrer ça, parce qu'on n'a pas su être au rendez-vous il y a 10 ans ou 15 ans, lorsque nous y étions invités. Eh bien, nous renouvelons, à mon sens, les mêmes erreurs. On n'apprend rien du passé. D'accord. Merci pour ce cadre un peu général sur ce premier quart d'heure d'échange. Comment transition énergétique, comment dépasser les difficultés aussi, c'est le but de l'échange qui nous réunit ce matin. Ça passe, Gilles Pinel, par le fait de bâtir un réseau électrique à la maille et qui soit robuste, quoi, en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots l'action d'Enedis et sur le terrain, l'évolution de l'activité en termes de raccordement? C'est un sujet, parfois moi je reproche rien à Enedis personnellement, mais il y a des acteurs qui disent oui, les raccordements parfois tardent un peu, etc. C'est l'occasion de leur répondre. Bien, merci et bonjour à toutes et à tous, merci pour votre invitation. Je vais revenir quand même un petit peu sur ce qui a été dit précédemment. La transition écologique, donc qui intègre la transition énergétique, elle passe en premier lieu par des efforts de sobriété, donc collectivement on consomme moins d'énergie par rapport à un certain niveau d'activité, en intégrant quand même que le monde change, la pression géopolitique elle est là, les questions d'indépendance et de souveraineté se posent aussi. Voilà, donc il y a aussi une dimension réindustrialisation qui vient un peu en contradiction avec ces souhaits de sobriété, mais qui la rend d'autant plus nécessaire. Et c'est, une fois qu'on a dit ça, c'est de sortir de la dépendance aux énergies fossiles, puisque ce sont elles qui émettent les gaz à effet de serre, d'une part, et d'autre part, qui nourrissent notre dépendance par rapport à l'international. Donc, ça veut dire en France, avec un mix énergétique, un mix électrique particulièrement décarboné, c'est électrifier les usages. Donc, électrifier les usages, ça veut dire quoi? Il faut produire de l'énergie décarbonée, c'est bien, mais il faut surtout la consommer. Donc, il faut, entre les deux, du réseau, parce que très généralement, on ne consomme pas exactement à l'endroit où on produit, ni au moment où on produit. Et donc, il y a deux types de réseaux en France. Il y a un réseau de transport qui est opéré par nos collègues de RTE, et puis il y a un réseau de distribution. Donc, le transport, c'est les autoroutes, et le réseau de distribution, c'est les nationales, les départementales et les chemins communaux. Ça, c'est opéré par Enedis, donc sur 95% du territoire métropolitain. 37 millions de clients, 41 000 collaborateurs. Aujourd'hui, Enedis est une des rares entreprises en croissance parce que l'activité justement de raccordement est en croissance. Et alors en Occitanie, sur les donc on rentre sur le plan 2025, ouais, les investissements, l'accélération des raccordements. Est-ce que vous pouvez donner déjà en France, juste l'an dernier, on a raccordé, Enedis a raccordé 5,6 gigawatts de capacité de production ENR et 5,1 gigawatts de bornes de recharge de véhicules électriques. Parce qu'un des usages qu'il est important de transformer, c'est le transport, la mobilité, qui est une des sources principales d'émissions de carbone. Donc en fait, ça implique quoi? Ça implique une augmentation d'activité qui est très forte. On a triplé en 2 ans le nombre de raccordements
des sites de production. 90% des sites de production sont raccordés sur les réseaux de distribution. Les sites les plus puissants sont raccordés sur le réseau de transport. Voilà. En nombre, 90% sont raccordés sur le réseau de distribution. Pour Enedis, en Occitanie, ça représente à peu près des budgets d'investissement de l'ordre de 500 millions d'euros. Sur l'ex-Languedoc-Roussillon, on est à 220 millions d'euros. On estime aujourd'hui que et ça ce sont des données européennes, lorsqu'on investit 1 euro dans une capacité de production renouvelable, il faut investir 1 euro dans l'infrastructure de réseau. Donc les ordres de grandeur sont de cet ordre-là. Pour Enedis, entre 2022 et 2040, il est prévu 96 milliards d'investissements sur le réseau, alors à la fois pour raccorder les capacités de production, pour raccorder les nouveaux usages, puisque produire c'est bien, mais il faut consommer, en substitution donc aux énergies carbonées, et puis pour aussi améliorer la résilience du réseau face au changement climatique, parce que le changement climatique il est là, hein, le CO2 qui a été émis, il est présent, et on continue malheureusement à l'émettre encore beaucoup. Donc le changement climatique il est là, les aléas climatiques sont de plus en plus fréquents et profonds. On a parlé de la sécheresse, mais on peut parler aussi des canicules. On peut parler des inondations, etc., etc. Donc tout ça fait que l'infrastructure, il faut qu'elle résiste à ces sollicitations. Et donc là, dans les 96 milliards, on investit aussi beaucoup pour moderniser le réseau et le rendre plus résistant face aux événements météo. Plus résistant et aussi plus intelligent en termes Voilà. de stockage, des nouveaux enjeux aussi. Il y a une autre dimension, on l'a un peu évoqué, c'est que les énergies renouvelables, donc telles que l'éolien et le solaire, elles présentent un certain nombre d'avantages qu'on ne va pas nier, hein, ça c'est clair, mais elles présentent quand même quelques petits inconvénients, c'est qu'elles sont intermittentes et un petit peu, enfin, quand même si on arrive à les prévoir de mieux en mieux avec des modèles météo qui deviennent de plus en plus sophistiqués, elles ont quand même cette caractéristique qu'elles sont plus difficilement prédictibles et pilotables, en fonction en tout cas de la nature des installations. Il y a des installations qui ne sont pas pilotables. Et donc en fait, ça signifie qu'à tout instant, sur le réseau, on peut être amené à subir, entre guillemets, ou à observer en tout cas, des pics de production, notamment ce qu'on appelle la cloche solaire, hein, c'est-à-dire au moment, en milieu de journée, quand il y a du soleil, en fait, le photovoltaïque produit. Et on a un enjeu de synchroniser le plus possible la consommation à cette production, sinon on génère des déséquilibres. Alors à la fois des déséquilibres sur le marché, puisqu'on peut générer ce qu'on appelle des épisodes de prix nuls, voire négatifs. Donc ça aide pas notamment les investisseurs à se projeter, hein, quand on a des prix qui sont très fluctuants et notamment qui parfois sont négatifs. D'une part, et d'autre part, ça génère des contraintes techniques sur le réseau qui nécessitent pour le coup soit des investissements phénoménaux, soit donc d'avoir une gestion intelligente, un pilotage intelligent et en temps réel de l'équilibre production-consommation. Donc là aussi, ça nécessite effectivement des moyens importants. Et en délai de raccordement, il y a eu un effort qui a été fait, je crois, ils ont été réduits. Vous pouvez donner la tendance et comment vous avez fait en quelques mots? Alors les délais, effectivement, on a parlé de procédures administratives, et donc le raccordement arrive à la fin du parcours du combattant, j'ai envie de dire, des producteurs. Donc ces délais, ils sont ressentis d'autant plus vivement que voilà, ils sont vraiment en fin de parcours. Lorsque Marielle Legnaud a pris la direction de l'entreprise en 2020, on était dans une situation avec l'ensemble de nos parties prenantes, donc que ce soit les producteurs ou les industriels, où les délais de raccordement n'étaient pas satisfaisants. Donc il y a une ambition qui a été affichée de diviser par 2 en moyenne les délais entre 2020 et 2022. C'est un résultat que nous avons obtenu sur certaines catégories de raccordement et puis qui sont pas encore exactement là sur d'autres, et notamment sur les raccordements les plus complexes. Lorsqu'on a beaucoup de travaux à faire, dans le pire des cas, j'ai envie de dire, il peut y avoir des travaux sur le réseau de transport, des RTE, et puis des travaux sur la frontière entre distribution et transport, ce qu'on appelle les postes sources. Un poste source, donc c'est une installation qui fait à peu près un demi-hectare, qui coûte entre 5 et 10 millions d'euros, et en gros, il y a 5 ans pour le construire, il y a 3 ans de procédure administrative et il y a 2 ans de chantier. Et Enedis peut agir sur les 2 ans de chantier. Aujourd'hui, on est capable de réduire à 18 mois cette durée par un certain nombre de leviers. Ce qu'on a fait, sinon pour le reste, on a harmonisé nos processus, on a harmonisé nos organisations. Sur Languedoc-Roussillon, j'ai créé une agence de transition énergétique dédiée spécifiquement au raccordement des producteurs.
On a des interlocuteurs privilégiés qui gèrent les portefeuilles en lien avec nos producteurs principaux pour avoir une meilleure visibilité, un meilleur pilotage et raccorder aussi en temps et en heure les producteurs. D'accord, très bien, merci. Ça fait la transition, Monsieur Pinel, avec la partie sur l'accélération, la simplification des procédures. Je lis peut-être une question pour... on peut commencer par Christian Assaf. Oui. Pour le montage des opérations elles-mêmes, que peut-on faire pour accélérer en quoi la REC Occitanie peut permettre d'accélérer les projets? C'est une bonne question parce que c'est bien beau de se retrouver sur une estrade avec le micro et puis de critiquer les lourdeurs administratives de ce pays. Et soi-même, quand on est à la région, on produit des politiques publiques, on fait des subventions et on se rend compte à ce moment-là que nos dossiers sont complexes, que les délais d'instruction sont importants. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de créer la REC en fait. C'est-à-dire une agence qui permet d'abord de capitaliser des fonds publics évidemment, mais aussi des fonds privés. Parce qu'on a une conviction, c'est que l'argent public en la matière ne peut pas tout, et l'argent privé non plus d'ailleurs. Donc une façon d'accélérer le mouvement, ça a été de constituer cette agence qui a cette spécificité, hein, c'est d'avoir une partie qui est dédiée, on va dire, aux collectivités locales, c'est sa partie SPL, et qui donc, parce qu'il faut se rendre compte, on a ici deux maires, communes tout à fait respectables et dont la dimension reste quand même modeste, lorsque on a des objectifs de transition écologique, lorsqu'on a la mise en place de dispositifs, que ce soit au niveau européen, national ou régional, il y a souvent le maire, les élus locaux se retrouvent face à un grand vide, c'est-à-dire avec tous ces grands objectifs, se dire mais comment moi, avec les moyens financiers, avec mon ingénierie, avec mes quelques fonctionnaires, même s'ils sont dévoués et compétents, ils n'ont pas toutes les compétences. Comment je fais pour répondre à cette question, à ce défi climatique qu'on évoquait là? Comment je fais pour accompagner mes populations qui, en regardant les chaînes d'information continue toute la journée, se disent mais mon Dieu, c'est la fin du monde, comment puis-je m'en sortir? Eh bien, la REC, ça a été une façon d'aider par exemple les collectivités, les communes essentiellement, et les intercos de l'Occitanie, à se staffer en matière d'ingénierie sur les différents projets, à accompagner ces mêmes collectivités dans le financement de ces projets, que ce soit des panneaux photovoltaïques, ombrières, repose sur le toit. C'est également la possibilité de mobiliser des financements publics, de les porter à la place de la commune et après de permettre à cette commune d'échelonner dans le temps les remboursements. C'est l'occasion aussi de donner de la visibilité aux investisseurs privés en disant voilà, nous, la région, on est sur cette trajectoire, voilà les dispositifs qu'on compte mettre en place, voilà les moyens qu'on compte mobiliser, venez avec nous sur tel et tel projet, venez avec nous dans tel fonds d'investissement, vous avez évoqué tout à l'heure Octet, qui est aussi. Donc l'idée, c'est à l'échelon régional, et je le rappelle, l'Occitanie est une région qui est particulièrement intéressante, d'abord parce qu'on y vit tous, donc on considère que c'est la plus belle, mais c'est pas que ça, c'est-à-dire c'est une région qui est vraiment confrontée aux défis climatiques, sécheresse, inondation et pression démographique. Donc il y a comme ça agriculture très variée sur l'ensemble du territoire. Donc il y a un vrai défi encore plus important, si je puis dire, à remplir ici. On a notre part et un peu plus que notre part à faire. Et l'AREC, dans ces dispositifs, dans ces accompagnements-là, dans sa mixité, est en soi un accélérateur. Et pour prolonger justement sur l'AREC, l'enjeu du financement, des outils de financement, on avait parlé du fonds Octet, qui n'est peut-être pas connu par tout le monde. Donc vous pouvez en dire deux mots. C'est une spécificité, je crois, de l'AREC au niveau national. Quelques mots sur ce fonds, les objectifs. Les objectifs doivent contribuer bien sûr à décarboner une partie de l'économie régionale. Je crois que c'est un fonds qui a levé plus de 100 millions d'euros, je crois. 104, vous en pouvez en parler aussi bien que moi. Je ne suis pas dans la technicité du fonds lui-même, mais donc 100 millions au service de la décarbonation de l'économie du territoire. Donc, après, je peux rentrer dans le détail. On a plusieurs exemples qui ont pu bénéficier de ces fonds. Mais l'idée, elle est là. Elle est vraiment
quand je dis de simplifier, c'est oui, de rendre tangible au plus près des territoires cette transition écologique nécessaire. Donc je dis, lorsque on met en place un grand plan de développement des panneaux photovoltaïques, eh bien, on s'attache au plus profond de nos territoires à faire en sorte que des communes, tout petites soient-elles, puissent en profiter et en bénéficier. Après, il y a l'enjeu c'est un secteur qui doit attirer des investisseurs, évidemment, par définition, parce que c'est des investissements publics et privés colossaux. Il y a des objectifs maintenant de réarmement aussi en face, on en parle depuis plusieurs mois maintenant, au niveau de l'État, de l'Europe. Est-ce que c'est une crainte que vous avez autour de la table, que je ne vais pas dire que la transition énergétique passe au second plan, parce que ça serait un peu exagéré quand même comme propos, mais qu'il y ait des projets qui soient décalés ou réduits, ou que les investisseurs réorientent leur stratégie? Enfin, vous voyez, c'est un questionnement que j'imagine peut-être sûrement que vous avez, Madame Touzard, peut-être par rapport à cette question. Ben oui, je pense que c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup ce mot transition écologique et donc énergétique dans les débats ces derniers temps, ça c'est clair. Côté sobriété, j'ai été soulagée parce que côté France Rénov' et la prime, parce qu'on parle, hein, les deux objectifs doivent être menés de front, hein. Sobriété, économie d'énergie et développement des ENR. On a été un peu soulagés de voir que les aides ont été maintenues. Dans le budget Mais 2025. voilà, après, au niveau territorial aussi, hein, je veux dire, les situations budgétaires dans les collectivités aujourd'hui ne sont pas mirobolantes, hein, on le sait, et il y a des choix à faire. Mais il y a la question des investissements, ça c'est sûr, c'est le nerf de la guerre, on est d'accord, mais il y a aussi toutes les mesures, enfin on pourra peut-être en parler plus tard ou maintenant, comme vous voulez, mais qu'on peut prendre en compte à l'échelle locale. Et je pense que ce qui est important, c'est d'avoir vraiment une vision avec différents termes, 2030, 2050, avec des feuilles de route. Et de voir que chaque territoire, parce que la situation à Montpellier n'est pas du tout la même que peut être dans l'Aude ou dans le nord de la France ou en Bretagne ou ailleurs. Donc il y a des spécificités vraiment à chaque endroit et il faut avoir des feuilles de route, il faut explorer l'ensemble des opportunités. On parle beaucoup en effet du photovoltaïque ou de l'éolien, mais sur un territoire urbain, on a aussi l'énergie fatale de récupération qui est très importante du fait de l'activité qu'on a sur notre territoire et on exploite tout ce qui est possible d'exploiter. Donc, que ce soit la chaleur qui vient des eaux usées, par exemple, ou des déchets, bien entendu, ou des centres informatiques où il y a des serveurs qui produisent de la chaleur qu'on peut récupérer aussi et faire de la génération avec ça. Enfin, on a toute une stratégie. La géothermie, dont on n'a pas encore parlé, dont on se rend compte qu'il y a des potentiels qu'on découvre, qui sont importants sur nos territoires, mais très lourds. Sur la géothermie, je crois que vous me disiez, la métropole lance une étude pour le potentiel. Avec des chercheurs, parce qu'a priori, on pourrait avoir un bon potentiel sur le nord de la métropole. Sur le nord, c'est très technique, ce que je vous dis. Non, mais c'est intéressant. De failles, etc. Donc il faut vraiment explorer. Donc c'est des feuilles de route, c'est ce qu'on sait. On a des objectifs chiffrés. Comme je vous disais, par exemple, on sait qu'on va multiplier par 6 la production de d'ENR sur le territoire. Aujourd'hui, elle est beaucoup produite, c'est de la biomasse. On ne le sait pas forcément, c'est souterrain, mais qu'on mobilise essentiellement au cas des réseaux de chaleur. Mais à terme, ce sera beaucoup plus le photovoltaïque qui prendra la part du lion, je dirais, dans la production de d'ENR, mais aussi toutes ces énergies. Donc ce qui est important, c'est de construire des feuilles de route en mobilisant les acteurs du territoire. C'est-à-dire qu'il faut que ces feuilles de route que se fixe la collectivité, soient validées, discutées avec les opérateurs du terrain, qui savent là où sont les freins, et avoir un suivi annuel. Je pense qu'il faut vraiment, année après année, de très près, regarder qu'est-ce qui se passe, faire le point ensemble. Donc c'est ce qu'on a fait avec le photovoltaïque. On a une feuille de route, un plan solaire. On a construit, je vois Sémater par exemple, M. Bouzari, mais ce groupe de travail qu'on met en place, on a fait un groupe de travail par exemple avec les installateurs pour savoir, c'est important ce dialogue, pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, qu'est-ce qui freine. On va le faire sur le bois énergie, on souhaite pouvoir le faire sur les énergies fatales, sur la géothermie. Je pense que c'est important d'anticiper. Il y a des freins, vous l'avez dit, réglementaires. Dans l'investissement, moi j'ai confiance, parce que même si la période est sombre, je pense qu'il y a quand même un retour sur investissement qui se profile et qui peut être intéressant.
Il y a un autre frein qu'il faut lever en s'y-emploi au niveau des territoires, c'est l'acceptabilité sociale aussi. Parce que la transition écologique et énergétique, on en parle. voilà. Et là, il y a un gros travail à oui, mener. mais dans l'enjeu de on s'investit l'acceptabilité, beaucoup monsieur le maire de Cuxac-Dot, peut-être il y avait une autre question pour Madame Touzard. Selon vous, madame, est-ce qu'il faut des grandes installations ENR pour permettre de rivaliser avec le nucléaire en termes de prix de marché? Alors là, moi, je ne suis pas spécialiste à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut rivaliser je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut poser les questions. Je pense qu'on aura besoin, dans le cadre de la souveraineté, de ce mix. Comment le doser? Je pense que là, je ne suis pas la mieux placée. Parce que sur un territoire comme la métropole de Montpellier, comme je disais, qui est un territoire fortement urbanisé, contraint, où les zones agricoles et naturelles sont assez restreintes sur le territoire. Les opportunités, par exemple l'éolien, sont assez faibles. Ce qu'on essaye de repérer, nous, et de pousser, c'est vraiment comment on peut, dans le cadre d'un PLUI, par exemple, de nos documents de planification, vraiment cibler et être très clair. Je pense que c'est ça qui est important aussi vis-à-vis des investisseurs, c'est de limiter le risque, donc d'être très clair sur, voilà, en termes de planification, qu'est-ce qu'on vise, nous, collectivités. Alors, bien entendu, on a recensé tous les potentiels en termes d'anciennes décharges, de sites dégradés, etc., pour être le plus clair possible, au moins, et que chacun puisse avoir sa feuille de route à son niveau. D'accord. Complément? Je sais pas, non. Sur ce sujet-là, non, mais juste peut-être... Et on vous oublie pas, monsieur le maire, monsieur Delfort, vous allez nous raconter votre projet à Cuxac-Dot, vous inquiétez pas. Sur l'intérêt de la REC en Occitanie, nous, on a une vision globale de ce qui se fait sur le territoire français. Et je peux l'affirmer aujourd'hui, la façon dont fonctionne la REC en Occitanie, c'est vraiment une particularité de la région ici. Et cet outil en Occitanie qui permet de mixer l'ingénierie technique et financière qui vient du public, du privé, et de fédérer les forces finalement, elle est exceptionnelle. Et c'est vraiment une chance pour la région Occitanie, je ne le dis pas parce que vous êtes la Christian, mais c'est vraiment une chance pour l'Occitanie de pouvoir avoir cet outil qui va permettre de fédérer les gens, et ensemble on va plus vite et plus fort, quoi. Et sur la question posée, moi j'ai une conviction quand même. Oui. C'est que, bien sûr, à mon avis, c'est un faux débat de penser que des grandes infrastructures photovoltaïques vont rivaliser avec le nucléaire. C'est la mixité qui importe. Juste parce que il y a des gens ici beaucoup plus experts que moi ou que nous élus, mais avant de venir ici, j'ai relevé le prix de l'électricité sur le marché le 23, le 24 et le 25 mars, c'est-à-dire hier, avant-hier. Pour que vous ayez une idée, c'est en gros, le 23 mars, je crois que le prix de l'électricité était à 49 €. Le 24 mars, il devait être à 89 € et le 25 mars à 107. En gros, sur une année, vous avez des fluctuations qui peuvent aller de 1 à 200 €. Sur l'année 2023, par exemple, c'était de 1 à 200 € le kilowattheure. Le mégawattheure, pardon, excusez-moi. Je pense que une énergie nucléaire performante, nouvelle génération, mixée avec, par exemple, une centrale de photovoltaïque, doit nous permettre d'avoir une stabilité des prix. Et c'est ça que nous devons rechercher, vraiment pour nos consommateurs, quels qu'ils soient des particuliers ou des entrepreneurs, voire même des collectivités publiques. Je le dis, on n'a peut-être pas assez insisté, parce que les maires sont des gens plutôt positifs en général, mais la question énergétique a failli mettre en cessation de paiement la moitié des collectivités de ce pays. La simple question écologique. On a entendu de ci, de là, ici on ferme une piscine, là on augmente, on baisse la température de l'eau de quelques degrés, mais la réalité, c'est que si le prix de l'énergie n'avait pas retrouvé un tarif acceptable, je n'ai pas dit le tarif ex-ante, ça on ne le retrouvera plus, mais la moitié des collectivités de ce pays se seraient retrouvées en cessation de paiement. Donc, autrement dit, votre argent serait parti dans les énergies, dans les factures énergétiques. Juste avant qu'on passe à monsieur le maire de Cuxac-Dot, juste rapidement, monsieur Assaf, la fusion AREC Occitanie-ARAC, en quelques mots, parce que là aussi peut-être nos amis ne sont pas forcément tous au courant, ça se profile pour 2026, c'est une volonté de Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, que vous représentez aussi ce matin, je le dis au passage, et ça fait partie, il y a eu des fusions d'agences et c'en est une. Voilà. Et qu'est-ce que ça va, en quoi ça va servir peut-être l'accélération de la transition énergétique?
facialement, ce qui est proposé, c'est de fusionner toutes ces agences. Vous savez que c'était d'ailleurs, tendance nationale. Évidemment, l'argent public est rare en ce moment, ça n'a fait à personne. Et donc, comme c'est un peu tendu, on a dit tiens, on va regrouper les agences, d'abord pour faire des économies, des économies financières, pardon, notamment sur les fonctions d'appui. Mais au-delà de ça, il y a l'idée, toujours de pousser un peu plus loin, d'aider à ce que dans cette région, il y ait deux véritables filières autour de la transition énergétique qui se constituent. L'ARAC, c'est l'Agence régionale de l'aménagement et de la construction, c'est-à-dire c'est le bras armé de la région qui s'occupe globalement de deux choses, de construire les zones d'activité économique et de construire les lycées dans toute la région et de les rénover par la même occasion, les entretenir. Donc c'est une activité de construction importante et l'idée de fusionner l'ARAC et l'AREC, c'est d'intégrer dans l'acte de bâtir, tout simplement, les questions environnementales. Je ne dis pas qu'on ne les a pas intégrées. Il y a une série aujourd'hui, je parle devant le président de la Fédération française du bâtiment qui est ici, donc les constructeurs ont déjà intégré, ils ont des normes, des ISO, tout ça, très bien. Mais plutôt que d'arriver et de construire un lycée et 5 ans après de se rendre compte qu'il faut mettre des panneaux photovoltaïques mais là l'idée c'est d'intégrer ces questions-là dans l'acte de bâtir lui-même, et donc il nous a semblé important que AREC, ARAC, ensemble, pouvaient contribuer à avoir une vision 360 sur ces questions-là. Oui, merci, Monsieur Assaf. Tu peux peut-être... On en a parlé du coup donc, de l'acceptabilité des projets par la population. C'est une piste qui est à travailler. Donc, je me tourne vers vous, Grégory Delfour, maire de Cuxac-Daude. Quel est le dernier projet développé par Total Energy sur votre commune, en quelques mots? Alors, le dernier projet qui a été mis en service l'année dernière, c'est un projet agrivoltaïque. C'est une installation qui s'étale sur un peu plus de 3 hectares et pour une puissance de 3,4 MW. Qui est en pied d'éolienne. C'est un parc éolien de Total Energy également, 5 mâts. Et donc cette installation agrivoltaïque est passée en pied d'éolienne sur une zone qui est inondable. Et c'est sur une ancienne friche. Donc c'est le côté positif de ce projet, c'est que le propriétaire du terrain arrive à réimplanter désormais une activité agricole qui avait disparu avec des plantations de ginseng ou du pastoralisme. Bon, c'est un petit peu en réflexion entre les deux, mais une activité agricole qui va pouvoir être réamenée sur cette terre qui était un petit peu abandonnée. Donc c'est un projet exemplaire parce qu'il est hybride en fait, non, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est hybride. Donc il y a deux productions d'énergie renouvelable différentes, une activité agricole qui est réimplantée et avec tous les bénéfices que ça génère pour cette activité agricole, protection contre les périodes caniculaires, la protection contre la grêle, le maintien d'un certain taux d'humidité. Et voilà, c'est un site dont le foncier a été très très bien exploité et qui est exemplaire. On a plusieurs visites d'écoles, de collèges, de lycées qui viennent visiter ce site. Pourquoi ils viennent visiter? C'est quoi l'objectif des visites? C'est créer des vocations, pourquoi pas, autour de ces métiers, puis promouvoir des installations comme ça qui sont, pour moi, selon moi, exemplaires, dans le sens où il y a ces deux sources d'énergie et un maintien d'activité agricole sur un site qui n'était pas forcément dédié à ça au départ. Et je le rappelle également, c'est un site pour lequel les travaux, qui ont duré un peu plus d'1 an, ont été faits aussi avec cet esprit-là d'émettre le moins de CO2 possible, avec la montée des panneaux qui s'est fait de manière manuelle. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails et tout, mais tout a été passé du début à la fin pour qu'il y ait le moins d'impact possible. Combien d'années pour faire aboutir ce Alors, projet? c'est vrai qu'on parlait de la longueur Vous êtes maire depuis 2022, mais je crois que vous le soutenez. C'est peut-être intéressant de le rappeler, vous le souteniez quand vous y étiez, pas maire, peut-être même dans l'opposition, je ne sais pas. Alors oui, que ce soit les projets éoliens ou photovoltaïques comme celui-là, j'ai eu la chance de les soutenir en tant qu'administré, puis élu d'opposition, aujourd'hui comme maire. Donc je les ai suivis. C'est peut-être pas moi qui parlerai de la question du repos au RIM dans quelques années, mais bon, ça dit long sur l'échelle, la durée de vie de ces projets. Donc 13 ans, je crois que vous disiez, c'est ça? 13 ans pour les éoliennes, et le photovoltaïque a mis 6 ans. Début des études 2018, dépôt du permis 2020, accord 2021, un an et demi de travaux, mise en service l'année dernière 2024. Il y a un côté
financier, peut-être aussi. Pour votre commune, il ne faut pas le nier, quoi. Alors effectivement, il faut faire ça pour d'autres raisons, pour des raisons environnementales et du mix énergétique, ça a été rappelé. Mais on ne va pas se mentir, en tant qu'élu, on est obligé de réfléchir à de nouvelles sources de revenus pour sa commune. Tout le monde connaît le contexte national et les dotations de l'État, etc., qui ont tendance à diminuer pour les communes. Je ne vais pas rentrer là. Mais effectivement, il y a un côté financier qui est à prendre en compte. Nous, pour donner un exemple de la commune de Cuxac, entre les deux parcs éoliens et le parc photovoltaïque, on génère environ 250 000 € de revenus par an, garantis pendant 20 ans. Donc ce n'est pas négligeable pour une commune de notre taille où on a environ 3 millions d'euros d'investissement par an. Donc ça représente entre 10 et 15% de la section d'investissement qui est garantie par ces ressources-là annuellement. Voilà, ça va pu permettre de financer un cours de tennis, l'éclairage du stade, la réfection d'une voirie, le site hyperderma, même si ce n'est pas directement fléché sur des projets, c'est mis dans le budget principal, mais voilà, ça permet de financer certains projets. C'est pas ça qui permet de ne pas augmenter les taux d'imposition, mais ça y contribue, ça nous aide à avoir cette sécurité financière qui garantit tous les ans. Il y a les tracas administratifs aussi, mais parfois des campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux dont vous avez pu être la cible. Oui, malheureusement, ça c'est un peu général, les réseaux sociaux, c'est tellement facile de se cacher derrière des pseudos et d'attaquer les preneurs de décision. Effectivement, moi après je veille à ce que ça ne soit pas diffamatoire. Après, il faut se forger là, un petit peu et passer au-dessus, mais effectivement, ça peut être assez violent et assez dénigrant parfois. Ce que je veux dire, c'est que ça montre que ce qu'on veut dire, c'est que ça montre que c'est un combat en fait pour un élu local, quoi. Oui, ça, tout à fait. Oui, c'est un combat. Ouais. Il ne faut pas avoir peur d'aller rencontrer les gens, expliquer, parce qu'il y a des idées reçues qui sont parfois fausses, souvent, mais il faut prendre le temps d'expliquer, rassurer les gens et garder sa porte grande ouverte pour bien parler des projets, bien expliquer. Mais bon, après, sur les réseaux sociaux, malheureusement, on ne maîtrise pas tout. C'est un petit peu un défoulant pour certains, mais souvent, ce n'est pas des gens qu'on trouve sur nos permanences et qui viennent en parler de vive voix. C'est quoi les arguments parce que vous dites on va les voir, on leur explique, mais en fait, c'est quoi les arguments que vous mettez en avant pour travailler cette acceptabilité? C'est quoi les outils Alors, nous, peut-être on va en parler tout à l'heure, mais nous, il y a, sur le dernier projet d'éolien, il y a déjà 2 parcs sur la commune. Il y avait un projet d'un 3e parc qui était initié en 2017 avec Total Energy, qu'on a pris en main quand on a été élu avec mon équipe en 2022, et sur lequel on a demandé à Total Energy, on a été suivi de suite, sur la mise en place de l'autoconsommation collective. Et ça, pour travailler sur l'acceptabilité des projets, je pense à titre personnel que c'est vraiment un sujet majeur qu'il faut vraiment mettre dans le cœur des projets. On a vu excusez-moi, c'était innovant, autoconsommation collective sur un projet d'éolien, je crois que c'était très innovant. Oui, voilà, c'est vrai que ça a tendance à se démocratiser sur le photovoltaïque, mais sur les éoliennes, moi en Occitanie, j'en ai pas connaissance, et en France, peut-être en Charente-Maritime, mais bon, c'est pas quelque chose qui est très développé. Mais maintenant, la loi le permet, donc je pense que c'est très important de mettre au cœur du projet. Et moi, je peux vous dire qu'en 2 ans, on a vu vraiment des changements d'attitude d'administrés qui n'étaient pas forcément pour le projet, mais quand on leur fait toucher du doigt le gain de pouvoir d'achat, parce que l'électricité qui bénéficie aux administrés est beaucoup moins chère que sur le commerce, est moins chère que sur le commerce, et puis c'est la notion de circuit court. Voilà, on bénéficie de l'électricité qui est produite sur notre territoire. On a un impact visuel qui se discute, mais on bénéficie directement de l'électricité localement, et ça fait changer beaucoup de la vie des gens. Madame Thor, vous voulez rebondir là-dessus? Oui, c'est très important. J'en parlais tout à l'heure aussi, cette question d'acceptabilité sociale, un des autres freins importants. Et là, les territoires, on a un travail à mener. Il y a les agences locales d'énergie du climat qui font un énorme travail de proximité auprès des particuliers, qu'ils soient en copro ou en logement individuel, et puis aussi des collectivités. Et on est en train de réfléchir au travail avec le secteur tertiaire, enfin le secteur des entreprises, des commerces. Là aussi, il y a un gros travail à mener. Donc les territoires sont un tiers de confiance aussi, parce qu'il y a cette question d'acceptabilité, puis aussi il y a eu des épreuves malheureusement parfois vécues négativement par certains particuliers, par des approches un peu malhonnêtes parfois. Donc il y a vraiment besoin de ce tiers de confiance. Nous on travaille sur des vrais du faux, par exemple, très clair, et le fait de produire, que ce soit la collectivité publique qui produise ces documents-là, ça rassure.
c'est de nature à casser aussi, par exemple, sur le photovoltaïque, des a priori. Et ça, c'est important d'y travailler. Donc ça, c'est ce volet un peu appropriation de tout l'intérêt des ENR par les particuliers. Il y a un autre travail à mener aussi pédagogique, c'est développer des nouveaux réseaux, c'est des travaux. La transition écologique et énergétique, c'est des travaux, c'est transformer la ville. Alors à Montpellier, tout le monde sait, on est dans les travaux, et c'est une mobilité très fort, mais il y a même en scooter, je suis perdu. Je dirais, on n'a rien, on n'a rien sans rien malheureusement, et cette accessibilité, il faut y travailler, donc c'est beaucoup de pédagogie, on développe, donc là c'est le réseau de chaleur sur le Nord-Alco qui va permettre à des foyers, là c'est pour se chauffer, consommation d'énergie, le chauffage, il y a aussi le froid pour l'été. Le rafraîchissement, on ne va pas parler de climatisation, mais le rafraîchissement l'été et le chauffage, il faut de l'énergie. Sur le territoire de Montpellier, les mobilités, c'est grosso modo la moitié des consommations, le bâtimentaire l'autre moitié. Il faut travailler sur ces deux usages, je dirais. Et donc, il faut rénover totalement notre approche des réseaux. Et c'est des travaux. Donc, il y a un travail d'acceptabilité. La fédération des et de planification. Il va vraiment falloir que l'on se coordonne au niveau des acteurs des territoires au maximum pour pouvoir être le plus efficace possible et faire un maximum, il y a urgence, de travaux en un minimum de temps avec cette acceptabilité. Peut-être avant qu'on finisse par l'enjeu de l'attractivité et de la formation, de l'emploi aussi, ce qui est important, parce qu'il va falloir s'armer en termes de financement, en termes d'acceptabilité sociale, mais aussi en termes de compétences et d'emploi. On a vu des campagnes de communication, on voit des campagnes de communication de Total Énergie sur le projet de Cuxac d'Aude jusqu'à Montpellier, jusqu'au métro de Toulouse. Je crois que vous m'aviez dit, monsieur le maire, c'est la première fois que vous voyez votre beau village affiché comme ça dans le métro toulousain. Et en dehors, alors là je ne fais pas la pub de la pub en quelque sorte, ou de la communication, mais la question que j'aimerais vous poser, monsieur Panas, c'est pourquoi en fait? C'est parce que j'imagine c'est un budget derrière. Pourquoi? C'est peut-être en lien avec l'acceptabilité, travailler ça. C'est une campagne assez offensive, il y en a plusieurs, je crois, il n'y a pas que Cuxac d'Aude. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça raconte quoi? C'est quoi la volonté derrière? Oui, alors la campagne, elle est plus informative qu'offensive. Et effectivement, le sujet qu'il y a derrière, c'est l'acceptabilité. En fait, aujourd'hui, en France, on est dans une situation super confortable, parce que, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, 70% de l'énergie qu'on consomme en France, c'est des énergies fossiles qui viennent d'ailleurs. Donc finalement, ça nous arrange bien, parce qu'on vient endommager l'environnement et les paysages ailleurs. Et là, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de dire, maintenant, on va produire chez nous. Donc, il va y avoir un impact. Et donc, il y a un gros sujet d'acceptabilité, parce que tout le monde veut de l'énergie verte, mais personne ne veut d'une éolienne au bout de son jardin. Et nous, on appelle ça les projets PUMA, projets utiles, mais ailleurs. Et donc, en France, on en est là. Et cette campagne d'information, elle fait partie de tous les outils qu'on met en place depuis un moment pour travailler sur l'acceptabilité, pour expliquer aux gens qu'il va falloir qu'on produise l'énergie localement et qu'il va y avoir un impact. C'est là où les projets Cuxac d'Aude sont hyper intéressants, parce qu'il y avait un sujet de partage de la valeur, d'impliquer les gens dans les projets. Et ce n'est pas juste un sujet d'argent, c'est aussi un sujet d'impliquer les gens dans les projets pour les motiver, pour qu'ils deviennent acteurs eux-mêmes de leur production d'énergie, pour qu'ils comprennent. Aujourd'hui, en France, l'énergie, elle vient un peu... les gens, ça vient tout seul, quoi. J'appuie sur un bouton, j'ai l'électricité, je vais à la pompe, j'ai du carburant, il y a toujours du gaz dans le tuyau, enfin, tout va bien, quoi. Et en fait, la réalité, c'est que techniquement, c'est pas si simple. Et donc, l'acceptabilité, ça passe par l'explication. Donc, cette campagne, on l'a appelée énergie locale. Elle fonctionne aujourd'hui en Occitanie. C'est 15 jours de campagne de communication. Donc, on est présent à la radio, sur les réseaux sociaux. Il y a de l'affichage. Et on fait tourner, là, depuis maintenant 10 jours, un food truck qui se balade dans la région et qui, tous les midis, s'arrête sur la place du marché. Et on vient parler avec les gens. Et donc, moi-même, je suis prêté à l'exercice. J'étais avant-hier à Béziers. Voilà, on va au contact des gens. Alors, ils sont interpellés parce que notre food truck, il y a des panneaux photovoltaïques dessus. On leur offre un petit sandwich à la saucisse et puis ça les attire. Ils voient le truc, donc ils viennent discuter avec nous. Et on parle d'énergie. Et on parle d'acceptabilité. Et on leur demande pourquoi ils ne veulent pas d'éoliennes. Voilà, on essaie de comprendre, et on essaie de leur expliquer que ça va être utile et que c'est notre avenir énergétique. D'accord. Merci. Gilles Pinel, quelles sont les perspectives de recrutement pour Enedis en Occitanie? On parle donc de l'attractivité de la filière et des enjeux de recrutement, bien sûr.
Je pense que c'est bon. Donc au-delà de la filière elle-même, C'est pas bon? C'est pas bon. oui, donc au-delà de la filière c'est bien plus large qu'Enedis, qui va demander donc 43 000 embauches d'ici 2030, la filière. Donc en Occitanie, aujourd'hui, Enedis, qui compte 4 000 salariés à peu près, embauche 300 personnes par an. La moitié en CDI et la moitié au travers de l'alternance. Et c'est un rythme qui va se poursuivre dans les années qui viennent, donc pour répondre à la très forte croissance d'activité que nous connaissons donc, sur l'ensemble des raccordements. Et ce sera sur quelle typologie de métier? Alors, on recrute du CAP au diplôme Bac+5. Alors, une grosse moitié, c'est pour réaliser les interventions sur le réseau, donc ça peut être le CAP, Bac Pro, BTS, électrotech. Un gros quart, c'est du niveau BTS pour faire du pilotage d'entreprise de travaux, donc qui réalise les réseaux. Et puis un petit quart sur plutôt des statuts cadres, donc ingénieurs, pour faire de la conception, de la planification de réseau et du pilotage temps réel, donc de ce fameux équilibre production-consommation. Et pourriez-vous nous dire si vous avez du mal à recruter et quel est le message que vous souhaitez faire passer ce matin sur ces métiers de la transition énergétique? Alors, il y a une sorte de paradoxe, on pourrait se dire, oui, face à cet enjeu, on a du mal, mais en fait, il y a une réalité, je vais donner quelques chiffres qui sont assez parlants. En 2021, sur Languedoc-Roussillon, Enedis embauchait 15 personnes chaque année. L'an dernier, on a embauché 61 personnes, et cette année, on va en embaucher 71. Là, je parle d'embauche CDI. On peut doubler ces chiffres lorsqu'on rajoute l'apprentissage. Donc en fait, la dynamique, elle est là. L'enjeu, néanmoins, reste très fort. Et encore une fois, il ne concerne pas qu'Enedis, mais l'ensemble de la filière des réseaux, c'est-à-dire les constructeurs de matériel, les entreprises de TP, et puis nos cousins de RTE. Donc l'enjeu est très fort. Donc on travaille beaucoup avec les acteurs de la filière, avec l'éducation nationale, avec les lycées pour créer ce qu'on appelle des diplômes ou des classes colorées, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on introduit une certaine proportion d'enseignement spécifique au réseau pour créer de l'envie, de l'appétence auprès des jeunes et leur donner envie de rejoindre la filière. Et vous avez également contribué à la mise en place des écoles des réseaux avec des ouvertures récentes à Nîmes. Les indiscrétions en ont parlé. Pouvez-vous nous dire en quoi ça consiste et combien sont-elles déployées? Alors, je viens juste de l'évoquer, effectivement, je le détaille un peu. Donc, l'école des réseaux pour la transition énergétique, en fait, c'est un projet qui transverse à l'ensemble de la filière, des réseaux, et donc se matérialise notamment aujourd'hui dans les classes de Bac Pro par donc des enseignements spécifiques qu'on introduit, donc 30% d'enseignement, donc les TP par exemple, pour être plutôt sur de l'électricité bâtiment, on va être sur de l'électricité réseau, donc on crée la mise en situation, l'envie, on offre donc 18 semaines de stage à ces élèves, donc tout le long de leur cursus pour arriver au Bac Pro. On a des agents qui sont mentors, on a des agents qui interviennent dans les classes pour présenter les métiers. Voilà, donc on est très présent. On a au niveau de l'Occitanie une douzaine d'établissements scolaires avec lesquels on a donc des conventions. Donc effectivement, dans le Gard, récemment, on a passé une convention avec 2 lycées, donc avec le lycée de Vioda et puis le lycée Frédéric Mistral. Voilà, donc là, on est un peu au début de l'aventure, puisqu'on a démarré à la rentrée de 2023. Donc on va voir les premiers élèves sortir choix de l'an prochain. Ouais. C'est trop tôt pour faire un retour d'expérience. On verra à ce moment-là Ouais. quelle proportion d'élèves on arrive à capter entre guillemets dans la filière. Mais vous faites feu de tout bois en termes d'attractivité, parce que aussi l'enseignement supérieur, l'apprentissage, la reconversion, les adultes en reconversion. Tout à fait, puisque la réalité, c'est qu'avec la relance d'un certain nombre de filières, on va parler du nucléaire, mais ça va inspirer beaucoup de compétences, la filière du nucléaire. Les ENR elles-mêmes, la production nécessite aussi beaucoup de ressources. Donc la filière des réseaux est quelque part un petit peu en concurrence, entre guillemets, avec tous ces enjeux. Donc on a besoin de se sourcer ailleurs que uniquement auprès des jeunes qui sortent du système scolaire. Donc on doit s'adresser aux personnes en situation de reconversion, en recherche d'emploi, et on a aussi un sourcing très très fort au niveau de l'alternance, puisque 30 à 40% de nos embauches sont issues de l'alternance.
On est très très attentif à ça. Donc je vous l'ai dit, on a aujourd'hui sur dans Océan, par exemple, à un instant T, j'ai plus de 100 apprentis présents dans l'entreprise, des promos de 50 à chaque année. En fait, il reste 2 ans. Et sur ces apprentis, donc, notre ambition, c'est d'en embaucher 40 à 50%. Il y a un enjeu de la féminisation aussi des métiers. Tout à fait, parce qu'on est un peu dans ces stéréotypes de métiers techniques, un petit peu physiques, puisque beaucoup se situent à l'extérieur. Donc on essaye de briser ces stéréotypes. J'ai envie de dire que très prosaïquement, face à l'enjeu qu'on a de recrutement, on ne peut pas se priver a priori de la moitié de la population. Voilà, donc on doit aller chercher les jeunes filles et les moins jeunes en cassant, en faisant vraiment évoluer les représentations. Il n'y a pas de métier à Enedis qui soit inaccessible. Voilà, il n'y a pas de métier genré à Enedis. On est capable d'accueillir tout le monde et c'est même une force, hein, on le voit très bien dans les groupes qui historiquement étaient uniquement masculins. Lorsque des femmes intègrent ces groupes, en fait on gagne. On gagne en cohésion, on gagne en performance, on gagne en qualité de climat social. Donc c'est vraiment très très bien. Et j'ai noté que vous travaillez la marque employeur aussi. Vous êtes par exemple assez actif sur des réseaux sociaux professionnels dont je ne dirai pas le nom. Enfin, bon, voilà, tout le monde le connaît. J'avoue que c'est quelque chose que j'ai remarqué parce que vous détaillez. Alors je ne sais pas si c'est vous qui rédigez les posts ou votre service com et tout, mais enfin c'est des posts détaillés. Vous mettez en avant vos projets, la stratégie bas carbone des chantiers, par exemple. C'est assez nouveau, ça quand même, non, comme stratégie. Oui, en fait, on a un vrai enjeu de notoriété à Enedis, hein, puisque bon, Enedis est une filiale à 100% du groupe EDF. Il y a quelques années, c'était complètement intégré, donc on n'en parlait pas. Enfin, la marque n'existait pas. Je pense que la population nous connaît lorsqu'il y a des tempêtes, parce qu'ils voient passer les convois de véhicules bleus qui partent en renfort à droite à gauche. Vous savez comment sont les médias. Hein, voilà. Mais le reste du temps, quand on voilà, c'est quoi la notoriété spontanée d'Enedis, c'est pas évident. Donc on travaille beaucoup la marque employeur. Et là aussi, faire prendre conscience aux jeunes que le réseau est au cœur de la transition énergétique. Donc si on veut agir pour la société, si on veut agir pour la transition énergétique, si on est en raccord avec des valeurs de service public, de solidarité, d'entraide, voilà, Enedis, c'est une entreprise qui offre énormément de possibilités. C'est une entreprise qui est implantée sur tout le territoire national, donc on peut avoir une carrière où qu'on le souhaite. C'est une entreprise dont l'ascenseur social fonctionne très très bien. La moitié de nos cadres n'est pas rentrée dans l'entreprise en tant que cadre. La moitié de nos cadres sont issus de l'exécution de la maîtrise. On est soucieux de l'équilibre vie pro, vie perso. On a développé de la souplesse horaire, du travail, du télétravail, etc. Donc voilà, tout ça sont des choses qui ne sont pas forcément connues et donc sur lesquelles on communique assez largement pour faire prendre conscience, notamment aux jeunes, que Enedis est une entreprise moderne, ancrée dans son époque et qui est aussi tournée vers l'avenir. Très bien. Merci, monsieur Pinel. Oui, Amélie, excuse-moi, on avait sauté une rubrique, mais c'était pour respecter le timing. Donc, ne bouge pas. Reste sur cette slide. Madame Touzard, je crois que vous devez bientôt nous quitter. Je ne veux pas vous chasser, je ne me permettrai pas, mais c'est que je suis soucieux de la ponctualité de votre rendez-vous à la métropole à 10h. Je veux bien dire un mot sur... Et bien justement, voilà, c'est pour ça que je me tournais vers vous. Après, et voilà, donc avant que vous partiez... Oui, pour faire le lien un peu avec cette question de la formation, c'est un sujet que... Alors, même si c'est bien entendu une compétence région... Mais c'est une demande, enfin c'est une préoccupation qui ressort très fortement au travers des réunions que l'on a sur ces fameuses feuilles de route dont je vous parlais, très fortes de tous les acteurs. Et ça rejoint une volonté qu'a le président de la FOSS on a sur le territoire de Montpellier, on fait comme vous l'avez dit, 170, une concentration du nombre d'entreprises, développeurs, mais pas que, dans le domaine des ENR qui est assez unique en France. 170 entreprises, 4500 emplois sur la métropole. Et donc cette volonté d'instruire un petit peu la même dynamique que celle qu'on a, toute proportion gardée, mais déjà relancée autour de la question de la santé globale avec Medvalley, autour des ICC, les industries culturelles et créatives, qui sont aussi un autre pôle économique important du territoire, les ENR. Et donc, voilà, qu'est-ce que le territoire peut faire pour les entreprises, pour... on va
voilà, les accompagner et faire ensemble un travail positif dans ce sens-là. Et ce qui ressort du travail qui a été fait tout 2024, des groupes de travail, c'est qu'il y a une volonté d'entreprise de mettre en avant le territoire de Montpellier, de jouer gagnant-gagnant en fait sur cette question-là. Et donc ça a été présenté à Energaïa en décembre, le président l'a présenté. Tout un planning, un plan d'action qui est mis en œuvre en 2025 avec des groupes de travail. Sur ces différents sujets, il y a 3 grands axes. Il y a cet axe des compétences, des métiers. Et comment on peut, nous, à notre échelle, le lien aussi avec, même si on n'est pas un pôle scientifique d'enseignement supérieur, paradoxalement, la métropole de Montpellier concentre énormément, c'est historique, d'entreprises dans le secteur, mais le volet enseignement supérieur, recherche, il n'y a pas forcément une connexion. Donc il y a tout un travail à montrer sur les liens qui existent ou qui peuvent exister. Il y a ce travail, un deuxième axe qui est comment le territoire peut être support et être un peu exemplaire pour alimenter aussi, je dirais, le récit des entreprises. Et là, nous, les collectivités, on a un gros travail à faire sur notre patrimoine. Donc il y a toute une feuille de route aussi, par exemple, qui a été construite. On a un appel à manifestation d'intérêt sur le photovoltaïque, sur les ombrières. On le construit avec les acteurs du territoire pour coller au mieux à la réalité du terrain. Et puis le troisième axe, c'est ce volet plus animation, même s'il y a bien entendu des acteurs qui animent déjà, mais comment on peut, à cette échelle de la métropole, travailler encore mieux sur cette structuration entre guillemets de filière, animation et visibilité surtout. Comment on peut travailler là-dessus. Donc nous, on n'a pas le territoire, la métropole n'a pas les recettes clés en main. Ça se co-construit, donc un grand nombre de groupes de travail qui sont à l'œuvre. Et des assises des ENR, je crois, qui sont prévues au printemps. Qui sont prévues, voilà. Il y avait indiqué au printemps. Donc, au printemps, la date est en cours. Bon. De toute façon, ça se fera avant la période de réserve de septembre. N'est-ce pas merci, merci Madame Touzard. Je vous laisse. Oui, mais vous pouvez. Merci encore. Comme au foot, c'est les stars qui partent avant la fin du match et qui sont applaudis par le public. À la 85e. Quand le match est gagné, alors je ne sais pas si le match est gagné. Mais bon. Et on va conclure, mais avant qu'on conclue, peut-être, c'est vrai que j'avais enjambé un peu une petite partie pour qu'on ait le témoignage de Monsieur Delfour de Cuxac d'autres, mais est-ce que vous voulez conclure sur le dispositif FITEO, par exemple, qui est important, mis en place notamment avec la REC pour la décarbonation de l'industrie. Ça peut être, on peut le rappeler, c'est important quand même comme dispositif. Ouais. On n'en avait pas parlé, j'avais pas eu le temps en fait. On n'en est pas peu fiers, c'est celui de permettre à des entreprises de se décarboner sans pour autant consacrer toute ou partie de la trésorerie et ou de leur capacité à investir dans cette décarbonation dès lors que ce n'est pas leur objectif principal et que par exemple, s'agissant d'une coopérative oléicole dans le Gard, elle a pour mission de fabriquer des huiles et quand elle a donc elle est très dépendante du gaz. Donc quand elle fait le choix de s'équiper d'une chaudière biomasse, elle se tourne vers nous avec le fonds FITEO et nous allons investir en lieu et place de l'entreprise et sur la base de l'économie d'énergie réalisée par l'entreprise et de sa capacité, on va dire, à rembourser l'investissement, et bien comme ça on arrive, une forme de tiers financeur, on va dire comme ça, à permettre à l'entreprise de répondre à un objectif de décarbonation sans pour autant opérer ses capacités d'investir et de rester compétitive dans son secteur d'activité. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Si je peux me permettre un complément sur le sujet, c'est un excellent exemple, FITEO, du partenariat public-privé, puisque finalement, donc, FITEO a été co-créé et est un dispositif qui est co-animé entre l'AREC et Greenflex, qui est une filiale à 100% de Total Energy. Je peux en parler tranquillement parce que je dirigeais Greenflex quand ça a été mis en œuvre. Et cet exemple-là est génial parce que la chaudière biomasse en question sur ce site, c'est 7 millions d'euros d'investissement. Et donc c'est cofinancé par du public-privé. Ça permet à l'industriel, il paye des loyers. Les loyers sont absorbés par les économies d'énergie qu'il réalise. Donc en fait, pour lui, c'est blanc. Et c'est pas que de la finance, c'est aussi de la technique. C'est-à-dire qu'avec cet outil-là, on fait ensemble, public-privé, de l'ingénierie technique et financière. C'est-à-dire qu'on fait les études
on fait le suivi de chantier, et après, derrière, avec l'outil, on agrège les différentes subventions, hein, c'est important pour du financement. Donc c'est un excellent exemple de la force de l'agrégation publique-privée pour venir faire de la transition énergétique dans l'industrie notamment. Parfait. Monsieur Delfour, juste un dernier mot. Je ne sais pas si vous êtes candidat à votre succession l'an prochain, mais est-ce que tous ces projets d'éoliennes réussis ou qui ont des difficultés, donc il y en a un qui a été retoqué récemment, est-ce que finalement, une fois qu'ils sont là, ça passe et c'est plus un sujet, ou est-ce que ça continue à créer des nœuds de discorde, des points durs? Non, effectivement, il faut pas renoncer, effectivement, il y a des moments où ça tangue un petit peu, et après, je prends par exemple le dernier qui a été mis en service, le parc éolien. Ouais, ça a un petit peu tangué au moment de la construction, mais là, ça y est, plus personne n'en parle. Donc, une fois que c'est mis en service, plus personne n'en parle. Non, d'accord. En tout cas, sur Cuxac, sur les deux projets. Que le retour d'expérience que vous avez. Ouais. Voilà, c'est ça. Après, effectivement, vous l'avez évoqué, il y a un troisième parc qui a reçu un avis défavorable, de manière un petit peu incompréhensible. Moi, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais ça ne nous empêche pas de réfléchir et d'en amorcer d'autres sur du photovoltaïque ou d'autres sources d'énergie. Il faut vraiment continuer et le faire pour ceux qui viendront après également. Merci. Merci à toutes et à tous. Donc, je pense qu'on peut les applaudir. Je crois que Stéphane Bozzarelli, président du cluster Sémater et de l'entreprise DevENR basée à Béziers, est présent. Bonjour Stéphane, et oui, en effet, je crois que vous vouliez faire une petite réaction à chaud, puisqu'il y a une actualité forte sur la réforme des tarifs photovoltaïques, pour résumer. Donc je vous passe le micro, pas un quart d'heure, hein, mais quelques minutes, quelques secondes. On va essayer. Bonjour, Stéphane Bozzarelli, effectivement, président de Sémater. Moi, je voulais pousser un coup de gueule, en fait, parce que on a aujourd'hui affaire à une schizophrénie de nos élus nationaux. On voit la volonté des territoires d'accompagner le développement des énergies renouvelables, que ce soit la métropole ou que ce soit la région. Et en face de ça, on a des lois qui sont totalement décorrélées de la réalité du terrain. Deux exemples. Sur l'acte de bâtir, on a aujourd'hui des obligations ou des quasi-obligations de mettre du solaire sur des toitures, bâtiments neufs et après-demain, sur tout bâtiment, d'équiper les parkings, pareil, quasi-obligation. Et en parallèle, on est en train de remettre en cause le tarif d'achat qui permet de faire ces projets, qui s'appelle le tarif S21. Petite info, alors pour le coup, d'actu très chaude, l'arrêté tarifaire modificatif de ce tarif-là a été signé hier et est paru ce matin au journal officiel. Donc on va savoir à quelle sauce on va être mangé sur ce sujet. C'est 60 000 emplois qui sont en jeu quand même sur le sujet du S21. C'est tous les petits installateurs, c'est tous les projets de moins de 3 000 m² qui représentent... 60 000 à l'échelle nationale. Et en région de Non, je n'ai pas de chiffre plus précis que ça, mais il y a un vrai enjeu filière. Deuxième chose, l'agrivoltaïsme. On a eu une loi d'accélération des énergies renouvelables début 2023, mars 2023, dont on a eu les derniers arrêtés il y a un peu moins d'un an. Et aujourd'hui, il y a eu hier une commission parlementaire qui veut mettre un plafond sur la taille des installations. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui est totalement décorrélé de la réalité du terrain. Pourquoi une installation de 20 MW serait plus contraignante qu'une installation de 5, et inversement, il y a des bons projets, il y a des pas bons projets, quelle que soit la taille. Et donc l'enjeu, il n'est pas sur la taille, l'enjeu, il est vraiment sur ce qui avait été mis en place jusque-là, de suivi agronomique, de réalité du projet agricole sur un projet agrivoltaïque, enfin voilà. Donc tout ça est super compliqué, et la filière aujourd'hui a d'énormes enjeux de viabilité, tout simplement, hein, parce qu'on a effectivement de beaux objectifs à l'échelle des territoires, mais si on ne peut pas les mettre en œuvre parce qu'on n'a pas le minimum vital d'accompagnement, ça va devenir très compliqué. Un petit mot quand même très positif, Enedis, merci effectivement pour l'évolution de vos équipes et des délais de raccordement et de la qualité de la relation, qui avant n'existait pas et qui aujourd'hui existe. Donc merci beaucoup, et merci pour votre implication sur l'autoconsommation collective, qui est aussi un élément fort et pour lequel vous êtes super proactif. Et après, pour conclure, je dirais que le meilleur des kilowattheures, c'est celui qu'on ne consomme pas. Donc effectivement, travaillons sur les économies d'énergie aussi et avant tout. Merci beaucoup. Merci.
9h45, on a à peu près tenu le timing. Merci encore, merci à vous 5 ou 6, et à vous tous pour votre attention et pour avoir été là ce matin. On va poursuivre les échanges évidemment. Je remercie, oui. J'ai le droit de faire un... Ah non. Ça marche, ouais, ça marche. Un tout petit ajout, Hubert, une minute. Oui. Juste, on a beaucoup parlé d'électricité et d'énergie renouvelable. C'est super important et il faut que ça se développe et plus vite. On est tous d'accord là-dessus. Il y a un sujet quand même dont on n'a pas parlé et dont on ne parle quasiment jamais, c'est les biomolécules. En fait, la transition énergétique, c'est aussi les biomolécules. On ne fera pas un Paris-New York en avion à l'électricité demain. Là, pour l'instant, nous, on est en train de fabriquer des biocarburants à partir d'huile usagée, avec la région, ce qui est aussi, de graisse usagée, et on fabrique des biocarburants pour décarboner l'aviation. Il y a une ville comme Auch qui a réfléchi, et je pense que leur raisonnement est bon, et je voudrais en faire part ici. Tous les véhicules de la collectivité, plutôt que de les transformer tout de suite et de les changer en véhicules électriques, c'est cher, c'est coûteux, c'est pas évident à mettre en œuvre, il faut mettre des bornes de recharge, etc. Ils ont décidé de conserver leurs véhicules thermiques, mais plutôt que d'acheter du carburant diesel classique, ils achètent du biocarburant. Ils ont décarboné leur mobilité de 80% grâce à ça. Donc en fait, il ne faut pas oublier que la molécule, la biomolécule, les biocarburants, c'est une source de décarbonation importante et c'est aussi une source de revenus pour l'agriculture. On parle de culture de cives pour faire de la méthanisation, on parle de culture, il y a les tourteaux de soja ou de tournesol ou d'autres oléagineux qui sont produits pour donner à manger au bétail. On peut récupérer les huiles et faire du carburant avec. Donc, bref, l'électricité renouvelable, oui, un grand oui, mais n'oublions pas les biocarburants qui sont une énorme source de décarbonation de nos activités. C'était bien noté pour cette précision. Merci encore à toutes et à tous. Je tiens vraiment à vous remercier parce que pour nous, vous l'aviez compris, pour Agence HV, les indiscrétions, c'était une première sur ce format de petit déjeuner thématique. Enfin bon, si on le fait, c'est parce qu'on y croit. Et il y en aura peut-être d'autres, il y en aura d'autres. Je crois qu'on peut applaudir Julie aussi, parce que c'était la première fois qu'elle a été co-animée. Donc bravo et merci pour cette co-animation. Merci à Total Energy et Enedis, la région Occitanie, pour leur partenariat. On remercie aussi l'agence Brandy à Montpellier pour le prêt du matériel technique vidéo. Éric Durand, notre photographie. Voilà. Au groupe à Eoden, qui est propriétaire et exploitant de ce magnifique Horizon Resort Massan, au groupe PSI Sécurité. On se retrouve le lundi, le 31 mars, pour un compte-rendu dans les indiscrétions. N'hésitez pas, c'est une newsletter hebdo, n'hésitez pas à vous abonner sur lesindiscrétions.com si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci à l'équipe d'Agence HV qui a fait un gros travail de préparation. Il y a Julie, bien sûr, qui est visible, mais il y a ceux qui sont moins visibles, comme Amélie, là-bas, pour tout ce qui est chef de projet, réalisation des slides. Je t'ai fait un peu faire des effets de bord à un moment, mais c'est l'événementiel. Jules à la vidéo, Vincent, Valentina et Anouk qui étaient assis par terre au fond là-bas parce qu'il n'y avait plus de place. Voilà, pour les réseaux sociaux. Et je vous propose de poursuivre les échanges tranquillement autour d'un café, à profiter de la terrasse du soleil. Merci, très bonne journée.